Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. L'Handicast, présenté par le Rapplique. Bonjour, ici Joséanne Et Stéphanie. Bienvenue à l'Handicast. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui sur l'accessibilité universelle, voici une capsule informative. D'abord, il existe 5 types de handicap. Le handicap moteur, Sensoriel, soit auditif et visuel. mental Cognitif. et psychique. Ensuite, il nous semble pertinent de vous fournir une définition du sujet d'aujourd'hui. Donc, selon le document Opus Accessibilité universelle, la conception d'environnement pour tous, publié par l'Institut national de santé publique du Québec en juillet 2021, l'accessibilité universelle se définit comme le caractère d'un produit, d'un procédé, d'un service, d'une information ou d'un environnement qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. En effet, se déplacer pour se rendre au travail, au parc ou à l'épicerie n'est possible que si l'environnement bâti est accessible. Cela va bien au-delà de l'accès à des bâtiments. L'accessibilité universelle implique également l'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, mais aussi à des mesures d'urgence. Finalement, nous voulions vous fournir une définition du capacitisme. Le capacitisme est une forme de discrimination basée sur le handicap. Ce capacitisme peut être institutionnel si la société dévalorise et limite le potentiel des personnes handicapées. Maintenant, il est temps de vous laisser entre les mains de nos animatrices Kim et Maude. Bon balado! Bonjour à tous, je m'appelle Kim. Et moi, Maude, nous sommes vos animatrices pour ce balado d'une série de 4 qui traite de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce projet est né d'une collaboration entre nous, des stagiaires en travail social de l'UQAM, et le Rapplique. Le Rapplique est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. C'est un organisme pan-québécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap, victimes de discrimination pour défendre et revendiquer leurs droits et en faire la promotion. Tout ça en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard. Nous vous invitons à aller jeter un coup d'œil sur leur site Internet, notamment sur leur section Nouvelles, dans laquelle il est possible de lire au sujet de nombreux dossiers qui ont été portés devant différentes instances afin de défendre, entre autres, l'accessibilité universelle. Le balado de cette semaine aborde justement l'accessibilité universelle. Pour discuter avec nous du sujet, nous recevons Linda Gauthier. Malheureusement, Nabila Nouara, notre deuxième invitée, n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais nous allons l'aborder quand même plus tard. Bonjour Linda. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Linda, tu es cofondatrice, consultante principale et porte-parole du Rapplique. Tu sièges sur des comités consultatifs de la Régie du bâtiment du Québec et de l'Office de transport du Canada. Tu es également formatrice et conférencière et tu participes en tant que panéliste sur des tables discutant d'enjeux en lien avec les personnes en situation de handicap. Étant toi-même une personne handicapée et une femme avec toutes les oppressions que ça implique, l'intersectionnalité est également une de tes grandes préoccupations. Oui, absolument. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours de militante et de cofondatrice du Rapplique? Ben oui, mais en fait, tout a commencé en 2000, un petit peu avant 2009. J'ai rencontré 2 grandes militantes. En fait, une qui s'ignorait encore, mais l'autre qui était Marie Abarili, une grande militante canadienne, parce qu'elle faisait son militantisme au Canada en entier. Et finalement, une autre s'est jointe à nous, qui est maintenant une élue, Laurence Parent, qui, je pense que vous la connaissez probablement, et est maintenant chargée de cours à l'Université d'Ottawa et est élue à Montréal. Et un garçon qui s'est joint à nous aussi, Gary Gay. En tout cas, bref, on a fondé le Rapplique, tout ça. Et on croyait là, que dans quelques années, tout allait être réglé. On s'est dit, ça va prendre 2-3 ans, mais on arrive, puis on va tout régler ça, la question de l'accessibilité universelle, du moins à Montréal, qu'on s'est dit. Alors, 15 ans plus tard, on voit qu'on s'est attaqué à un énorme morceau. Et c'est ça, on ne peut pas laisser passer ça. Moi, je n'ai pas toujours été en situation de handicap. Alors, je connais les 2 réalités, comment ça fonctionnait avant, comment ça fonctionne maintenant, puis il n'y a pas tellement de différence, je dirais, en matière d'accessibilité. En 15 ans, imagine. En 15 ans, c'est ça. C'est un gros dossier.
C'est plus qu'un dossier, c'est une accumulation de dossiers. Justement. Absolument. Ben, merci pour ta présentation, Linda. Nabila Nouara, elle a été membre de l'administration du RAPLIC et elle est mère de 2 enfants. Elle est impliquée dans la défense des droits des personnes en situation de handicap et elle a elle-même vécu des difficultés au niveau des transports adaptés en lien avec leur politique. Linda, peux-tu nous parler un peu des défis auxquels Mme Nouara a fait face au cours de ces situations? Ben, c'est que déjà, le transport adapté, une des politiques du transport adapté, c'est qu'on a le droit à un accompagnateur. Mm-hmm. Nabila avait le droit à la même chose. Il ne faut pas que les enfants ont le droit d'accompagner la mère, évidemment, dans la mesure où ils n'ont pas plus de 14 ans. Et elle a 2 filles. Je pense qu'ils ont 2 ans de différence. Alors, quand la première, elle pouvait les amener toutes les 2 avec elle. Puis quand l'aînée a atteint 14 ans, ben là, c'est qu'il fallait forcément qu'elle en délaisse une, là. Mm-hmm. Fait que elle devait choisir à ce moment-là. Fait que, ça mettait toujours les... T'sais, une voulait être choisie, l'autre, puis elle se sentait abandonnée, tout ça. Fait que ça, c'était extrêmement difficile pour elle. Et puis, elle a milité fort aussi en disant que c'était une grande discrimination, le fait qu'elle puisse pas sortir avec sa famille, son mari, ses 2 filles, à bord du transport adapté, surtout quand il y avait des réservations qui étaient faites à l'avance, chose qu'on peut faire en métro ou en bus régulier. Mm-hmm. Alors, c'était une des premières à revendiquer haut et fort là, cette mesure-là, et puis à vouloir faire abolir cette pratique-là, mais ça fait partie du recours collectif, de l'action collective qu'on a menée. On n'a toujours pas eu la décision finale de la juge encore. C'est ça. Bien, bravo, Mme Nouara, d'avoir tenté de faire bouger les choses. Je vous lève mon chapeau. Merci de votre partage. Merci de ton partage, Linda, autant sur ta situation que d'avoir pris la parole pour Mme Nouara. On va entamer maintenant des questions concernant notre sujet de l'accessibilité universelle en vous présentant des petites statistiques pour nos auditeurs. Selon le gouvernement du Canada, en 2017, il y a 6,2 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 15 ans qui vivaient avec un handicap, soit environ 22 % de la population. Ce qui nous amène à poser une question qui s'adresse à toi, Linda. Est-ce que tu as l'impression que tous les types d'handicap sont considérés adéquatement en accessibilité universelle? Non, absolument pas. Il y en a beaucoup qui sont mis de côté. Quand on pense à une personne handicapée, on pense majoritairement à une personne en fauteuil roulant, à tout le moins qui a une limitation motrice. On pense rarement aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, quelle qu'elle soit, problème de langage, aphasie ou problème d'élocution, surdité, cécité, surdicécité. C'est tous des handicaps auxquels on ne pense pas, des problèmes cognitifs. Fait que c'est... Puis déjà qu'on est je trouve qu'on est en retrait. On n'a pas assez d'avancées en ce qui a trait à l'accessibilité universelle versus les limitations motrices ou le contraire plutôt, là. Fait que si déjà, nous, on a quand même le plus qui se fait en accessibilité universelle, imaginez ce qui reste pour les autres. Ouais. C'est ça, c'est vraiment dommage. Mm-hmm. Puis, selon vous, c'est quoi les principaux défis et obstacles à la mise en œuvre d'une accessibilité universelle? Les préjugés, d'abord. Okay, ça, c'est la première des choses, parce que plusieurs pensent à tort que, à cause qu'on est handicapé, notre vie est finie. Je veux dire, il n'y a pas de... On coûte cher. Puis pourtant, on ne le voit pas. Ça serait un investissement, là. Ouais. Mm-hmm. Ça créerait de l'emploi, il y aurait une relance énorme, une relance économique, là, s'il pouvait y avoir une loi. On le voit d'ailleurs au Canada avec la loi canadienne sur l'accessibilité. Déjà, ça a commencé dans d'autres provinces, puis il y a une relance économique extrême, là, ah oui, en peu de temps, depuis 2019 que ça existe, en 5 ans seulement. Au Québec, je sais pas, on est très frileux à cet effet-là. Fait que ça, c'est un des premiers... Et puis, comme je vous disais, ça coûte cher. Ça décline de tout ça. Il y a le fait aussi qu'on médicalise beaucoup le handicap. Alors, on est des personnes malades. C'est comme... Ça engendre le fait que la pensée des politiciens ou des décideurs politiques... Bref, c'est que
comme on est malade, ben, notre espérance de vie est assez limitée, fait que ça vaut-tu la peine qu'on fasse ça pour nous, tu sais? Mais j'exagère même pas. Ça me là. fait friser les oreilles. C'est ça, pareil. Voilà, oui, entièrement. On le voit d'ailleurs dans Faut le l'acceptation de l'aide médicale à mourir, là, tu sais, là, tout ce qui était sur un dossier sur lequel Stephen Laperrière a travaillé très, très fort, d'ailleurs. Ça m'amène à donner d'autres statistiques tirées de l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017. Parmi les Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus ayant une incapacité et qui se considéraient comme confinés à leur demeure, il y a 17,8, on peut dire 20 % qui ont déclaré que la raison était l'indisponibilité d'un moyen de transport adapté. C'est vraiment déplorable de lire ça. Premièrement, je vais te questionner sur est-ce que tu trouves que 20 % c'est un chiffre qui a du sens? Puis deuxièmement, est-ce qu'il y aurait des solutions sur des meilleures pratiques à adopter pour garantir l'accessibilité universelle? C'est définitivement pas assez. 20 %, c'est impossible que ça soit juste ça. Ça, c'est clair, c'est probablement tiré de toutes ces études-là, mais de sondages. J'en ai eu un justement sur l'heure du midi, là, un sondage de Léger sur la satisfaction des transports collectifs et en tout cas ceux, transports adaptés et ceux qui sont offerts aux personnes en situation de handicap. Et puis, c'est toujours les mêmes personnes souvent, là, tu sais, je veux dire, c'est bon. Moi, je veux dire, j'ai donné le pourcent. Qu'est-ce qui arrive avec des données qui sont plus ou moins favorables au service à la clientèle, tu sais? Moi, je me dis, tout ce qui est en bas de 7, on flush ça, probablement. Tu sais, on garde tout ce qui est en haut de 7. Peut-être que vous allez dire, je suis bien pessimiste puis je suis pas correcte dans ma façon de penser, mais pour moi, c'est impossible, 20 %. C'est beaucoup plus que ça. Maintenant, les solutions, on a tenté d'en mettre un avec tout ce que ça peut comporter dans notre action collective. C'est toutes les demandes qu'on a faites. Rendre ça plus accessible en accélérant la mise en accessibilité des stations de métro. On n'est pas obligé d'en mettre 5 en chantier. Il devrait en mettre beaucoup plus que ça. Travailler, tu sais, je veux dire, en faire comme... C'est pas grave quand même qu'ils en font 10 puis qu'ils travaillent. Il faudrait que ça soit travaillé de nuit aussi, pendant que le métro opère pas. Tu sais, je veux dire, ils sont pas obligés de fermer des... Il y a plein de trucs, il me semble, qu'on avait donné. Maintenant, un bon entretien des rampes, des bus réguliers, il y en a juste 4 de fait par année. D'entretien? Fait qu'avec les abrasifs, l'hiver, c'est clair que ça bloque à un moment donné, puis c'est malheureux. Ces bus-là, c'est bon, ça a une durée de vie de 16 ans. Si à un moment donné, ça vient que ça brise, ils les remplacent pas. Fait que c'est des bus qui vont sortir quand même du garage le matin, puis qui vont laisser des personnes handicapées sur le trottoir parce que la rampe fonctionne pas, tu sais. Fait que puis le transport adapté est malheureusement voué à la privatisation. Déjà, la STM commence à en parler, à mots couverts, mais on le sait, nous, là. D'ici 1 an ou 2, là, ça va probablement être privatisé. Fait que ça va être une autre chose. Il y a quand même 3500 usagers quotidiens par jour. Là, par jour, hein, c'est ça. 3500 déplacements plutôt. Et il y a 35 000 usagers. Fait que c'est énorme, là. C'est clair que... Puis il y a beaucoup moins de chauffeurs maintenant, parce que des chauffeurs de mini-fourgonnettes qui se trouvent à déplacer les gens à raison de 90 %. Il y en a beaucoup que pendant la pandémie, ils ont changé de travail. Il y a un manque de chauffeurs flagrant. Ça s'ajoute à tout le reste. C'est ça. C'est privatisé, c'est parce que je suis sûre qu'il y a un grand pourcentage de la population qui utilise les transports adaptés qui ne peuvent pas se payer un transport de taxi à chaque semaine, à chaque jour. Là. Privatisé, c'est... Bien, privatisé, probablement qu'il y aurait encore des tarifs réduits, j'espère. T'sais. On ose espérer aussi qu'il pourrait avoir une tarification sociale, comme on a déjà suggéré, comme ça existe à Vancouver. Mais c'est pas mis en place. Moi, par exemple, j'ai au-delà de 65 ans. On a dit, moi, je pourrais me le payer, mon transport, puis peut-être même contribuer à un fonds. Ça me dérangerait pas de payer, mettons, 5 $, 10 $ même, du déplacement. C'est du porte-à-porte quand même. Ça, on se l'est fait dire souvent.
la STM, par la STM, puis ils ont raison. Sauf que moi, je peux me le payer. C'est pas nécessairement tout le monde qui peut le payer, mais si on avait une tarification sociale selon les revenus d'impôts et tout ça, Oui. on pourrait donner, dire, les personnes handicapées, eux autres, n'ont pas nécessairement toujours des revenus adéquats pour être capables de se payer ça. C'est eux autres qui pourraient mériter la gratuité. Mais là, je trouve que c'est mal fait, en quelque part, t'sais. La gratuité, il y en a quand même pas mal d'aînés, hein, la population est vieillissante. Fait que c'est clair que là, ils disent, la STM dit, on est 76 millions dans le trou. Il faudrait peut-être commencer à évaluer différemment. C'est ça, je pense. Les gens qui sont sur le conseil d'administration, en commençant par le président de la STM, Eric Allen Caldwell, qui est aussi un élu de la Ville de Montréal, je suis désolée, il était croupier au Casino de Montréal avant. Cet homme-là, même s'il y avait quand même une volonté politique dans tout ça, j'ai bien dit si j'avais, s'il y avait plutôt, il ne connaît pas le système de transport, les opérations d'une grande compagnie de transport. Il ne connaît pas ça. OK. Fait que c'est clair que c'est lui qui tient un petit peu les rênes de cette compagnie-là, puis peut-être pour ça que ça va mal. Il apprend sur le tas, comme on dit. C'est ça. J'espère qu'il m'est... Bonjour, Éric, s'il m'écoute. Puis la discrimination fondée sur le handicap, ça s'entremêle de plus en plus avec d'autres motifs de discrimination. Par exemple, le sexe de la personne, son orientation sexuelle, sa religion, son ethnie, pour ne nommer que ceux-là. Mais quelle est la place de l'intersectionnalité dans la lutte au capacitisme et à la discrimination? C'est clair que c'est assez rare, hein, je dirais, qu'une personne handicapée qui va vivre du capacitisme, là, c'est clair, elle va vivre que ce moyen d'oppression-là, ce système d'oppression-là. Forcément, il va y avoir une femme, en quelque part, là-dedans. C'est pas juste des hétérosexuels. Il va y avoir des femmes autochtones aussi ou des femmes issues de l'immigration. Fait que c'est pas rare de dire qu'une femme va vivre, ou des aînés, comme moi. C'est pas rare de dire qu'une personne handicapée va vivre au moins 3 systèmes d'oppression. J'ose même pas dire 2. La plupart du temps, c'est 3. Fait que c'est quand même plusieurs. Puis il y a des fois que c'est assez spécial parce que on dirait que quelqu'un qui est issu de l'immigration, ça va devenir un système d'oppression. Mais pas tout le temps. Puis je m'explique en disant que il y a 2 ou 3 ans de ça, l'OCPM avait mené, l'Office de consultation publique de Montréal, avait mené une étude sur le racisme et les discriminations systémiques. Quelque chose de gros, là. Et une consultation publique. Et la Ville de Montréal devait rendre un constat de tout ça. Et puis, il le faisait en toute intersectionnalité. OK. Et c'est moi qui, avec le fait que je suis une femme blanche, je suis une femme handicapée, on aurait reconnu mon handicap et comme vivant de la discrimination systémique si j'avais été une femme de couleur. Ah. Seulement. Ah. C'est d'ailleurs écrit. J'ai tenté de retrouver justement cet écrit-là pour l'apporter aujourd'hui, puis on l'a dit clairement à ce moment-là. C'est Nadine, je me souviens pas du nom, là, de la Ville de Montréal, qui nous avait dit non, malheureusement, c'est juste en intersectionnalité parce que c'était le dossier de racisme et OK. Profilage racial et discrimination systémique, ça s'appelait. OK. Spécial, hein? Ben ouais. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. C'est comme mettre de côté des gens qui vivent très bien la discrimination. Ouais. C'est ça. Ça veut pas dire que les gens, issus de l'immigration vivent pas de discrimination, c'est juste qu'on met d'autres gens de côté. En tout cas. Ouais, c'est très, très, très spécial. Ouais. Parce que, tu sais, une personne qui est pas issue de l'immigration, puis dans un cas comme celui-là, moi, je me sentais exclue. Ben oui, fait que c'est ça. C'est moi qui vivais la discrimination. Ben oui, c'est ça. En contrepartie,
comment on peut promouvoir une culture d'inclusion et de respect des personnes handicapées? Puis même avec plusieurs systèmes de pression vécus, comment on peut sensibiliser le public à l'importance de l'accessibilité universelle? Mais moi, je le dis souvent à celles et ceux qui veulent m'entendre, bien sûr, je pense qu'on en avait parlé ensemble, mais c'était à un moment donné, pendant une semaine de temps, juste une semaine, mais si tout le monde s'y mettait, c'est toujours la force du nombre qui fait en sorte qu'on peut obtenir des choses, de pas boycotter, mais de défaire votre parcours. Allez pas à votre petit restaurant à taille qui n'est pas accessible, comme à toutes les semaines. Le teinturier, prenez-en un qui est accessible, plutôt. Puis, tu sais, votre dépanneur et tout ça, même si vous avez un coin de rue de plus à faire, même s'il faut que vous alliez de l'autre côté de la rue, tu sais, des trucs comme ça où celui-là termine plus tôt, il faut que vous changiez votre parcours. Puis, la différence, sincèrement, là, ça s'imposerait juste pendant une semaine par année. Il faut que ça soit tout le monde ensemble qui le fasse. C'est faire l'essai. C'est ça, faire l'essai. Puis, honnêtement, ça paraîtrait. Mais... tu le demandes aux gens, et bien souvent, ils ont de la misère à le faire une fois. C'est ça. C'est ça. Quand c'est le temps de mettre des efforts, même si c'est des gens qu'on connaît, là, ma propre famille, c'est la même chose. Oui, mais je sais bien, mais tu sais, je peux pas me passer d'aller à telle place. Ou, c'est compliqué, c'est trop loin. Un coin de rue, tu sais. Mais en tout cas, on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est comme ça. Ça, déjà, ça serait quelque chose qui aiderait beaucoup. De changer les mentalités, finalement. C'est ça. Par la conscientisation de la situation. Que les gens se mettent dans la peau mais oui. Pour le vivre, puis voir à quel point c'est complexe. Ça. C'est un peu ça que tu leur... Que je demande. Que tu demanderais. Tout à fait. De dire, regarde, moi, je suis obligée de le faire. Fait que... Oui. Imagine à tous les jours de ma vie, moi, que je le vis. Ben oui. Ensuite, qu'il y ait plus d'élus qui sont en situation de handicap à tous les paliers gouvernementaux. Il y en a au fédéral, il y en a au municipal. Malheureusement, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale, où c'est des handicaps non visibles. Puis là, on parle d'accessibilité universelle. Fait, comme on disait tantôt, la priorité est souvent mise sur l'accessibilité architecturale des lieux. Fait que ça prendrait quelqu'un qui soit peut-être en fauteuil roulant, puis qui a à tout le moins une limitation motrice. Impliquez-vous. Moi, si j'avais la santé, honnêtement, si j'avais l'âge aussi, qui me permettrait, là, je me présenterais à Québec. Ça prend des gens qui ont une grande gueule, qui n'ont pas peur de revendiquer tout ça. Puis ça peut faire de très, très bons politiciennes, bonnes politiciennes, très bons politiciens. Fait que c'est des gens qui doivent s'impliquer. Ou bien, quelqu'un qui a un handicap qui est non visible, qui est capable de porter le dossier des gens qui ont un handicap moteur, auditif, tout handicap confondu. Parce qu'il faut pas verser dans l'individualisme. Non. Absolument pas, tu sais. Fait que ça prend absolument quelqu'un qui fasse le lobby des personnes handicapées de l'intérieur. As-tu l'impression... pourquoi est-ce qu'on n'en retrouve pas aux divers paliers du gouvernement? Est-ce que c'est par manque d'intérêt? C'est parce qu'à force de vivre une oppression, à un moment donné, tu t'es épuisé? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas élus, tout simplement? Un peu tout ça. Oui, tout à fait. Moi, je sais, pour m'être présenté à une campagne, c'est clair que le chef n'était pas nécessairement aimé. Je me suis présentée en 2017 avec Denis Coderre au municipal. Fait que, c'est clair que c'était pas... Mais malgré tout, j'ai raflé quand même 30% des votes. C'était quand même pas si pire. Mais je veux dire, c'était pas pour lui, c'était pour moi. Là, plus, bon. Dans ma communauté, c'est là justement où Laurence Parent est élu avec Projet Montréal maintenant. Et puis, tu vois que les gens... n'ont pas tout à fait nécessairement confiance. Il y en a plusieurs. Ceux qui n'ont pas voté, pour moi, ils n'ont pas confiance. Ils se disent, moi, ben, t'es handicapé, elle va-tu tenir la route? Elle va-tu nous représenter fièrement pendant 4 ans? Elle est handicapée, donc ça va être des enjeux de maladie. Encore là, les sempiternels stéréotypes. Là, c'est la ça. méconnaissance complètement de la situation. C'est ça. Ben, la méconnaissance, l'ignorance, c'est ça qui est la base des préjugés. Fait que c'est ça.
Ouais. Mm. Sensibilisation, Ouais, motivation, tout à fait. conversation. Fait que c'est l'ensemble de ces réponses. Ben, justement, toi, en tant que militante, là, puis concernant les dossiers portés par le RAPLIC, est-ce qu'il y a des exemples de réussite concrète en matière d'accessibilité universelle? Ben oui, quand même, on a... Ben, ça a commencé par tous les pharmaprix. On n'était même pas le RAPLIC encore, avec les PIN-pads, là, tu sais, quand on paye électroniquement. Je me souviens, j'avais demandé, parce que j'avais ciblé justement un pharmaprix, un PIN-pad qui était au comptoir de cosmétiques. Puis la technicienne à la Commission des droits m'avait dit... OK, là, c'est pour ce PIN-pad-là seulement. Là, j'avais dit non, c'est tous les PIN-pads de tous les pharmaprix au Québec. Oh! Et puis, on l'a gagné pareil, Wow. tu sais. Fait qu'il y a ça, il y a toutes les SAQ, il y a toutes les banques laurentiennes, mais ça, c'est plus au niveau fédéral, là, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Ben, ils ont été tenus de se rendre accessibles toutes, là. OK. D'abaisser les comptoirs aussi. OK. C'est, en tout cas, de faire tous les changements pour des personnes en fauteuil, notamment, des personnes de petite taille. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plusieurs, mais tu sais, des chaînes en tant que telles, là, tu sais, c'est celle-là. 485 succursales de SAQ, c'est quand même C'est ça. quand même Oui. pas rien, hein? Ouais, Ben oui, c'est gouvernemental. c'est gouvernemental. Il faut que ce soit accessible. Ben, en parlant de société d'État, l'ITHQ ici, qui avait fait une terrasse extérieure qui n'était pas accessible, tu sais, on leur a... Ils voulaient pas parce qu'ils disaient que l'établissement en tant que tel était accessible. Il n'était pas tenu de faire la terrasse accessible. On a dit un instant papillon. Alors, mais c'est toujours des combats, les amener devant. Et c'est depuis ce temps-là que Lisa Frula-Hébert, qui est la directrice générale, est ma meilleure amie. Pas tout à fait. Mais en tout cas, bref, ils ont fait un petit ascenseur pour aller sur la terrasse. OK. OK. Ben, tu parles des terrasses accessibles. Je sais que le RAPLIC a un dossier là-dessus sur les terrasses de Montréal, je crois. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Pas juste de Montréal, un peu partout OK, au Québec, OK. mais notamment à Montréal. Ben c'est ça, c'est vraiment déplorable parce que d'année en année, ça change pas. Ah. On a commencé le combat en 2010, puis pourtant, tous les ans, on leur fait une mosaïque de toutes les terrasses qui sont pas accessibles à chaque arrondissement. Alors, on amène ça aussi à la Ville-Centre. Puis c'est comme... Ils imposent rien aux... Tu sais, ils disent rien aux commerçants, en fait. Fait que les commerçants ne le savent même pas. Tu sais, je veux dire, ils vont à peu près, ils lisent il y a à peu près rien, d'ailleurs, dans le cadre normatif sur les terrasses. Fait que ils vont. Puis eux autres, ils se disent... Il y en a qui y pensent, mais il y en a beaucoup qui y pensent pas. Ce qui fait en sorte qu'il y a presque 400 terrasses à Montréal, puis encore là, c'est pas tous les arrondissements qui ont des terrasses. Il y a Ville-Marie, Rosemont, Plateau, Sud-Ouest, tu sais, qui vont avoir des terrasses. Fait que 400 terrasses là, qui sont pas accessibles, soit la terrasse en tant que telle, ou soit par le mobilier, OK, oui. c'est plate. Puis, tu Ben sais, oui. c'est une étape de plus quand tu as une personne en situation de handicap. Que si tu veux aller manger au restaurant, ben là, tu dois contacter là-bas pour savoir est-ce que la terrasse est accessible, Ouais. si c'est l'été, là. Ou bien même juste rentrer dans le restaurant, tu sais, est-ce qu'il y a une marche où c'est accessible, c'est réellement accessible? Ben d'appeler. Habituellement, tu devrais pas avoir à faire ça. Tu devrais t'attendre à ce que tu vas aller au restaurant, mais tu vas pouvoir aller au restaurant, ça va être accessible pour toi, tu sais. Puis même encore à ça, t'appelles puis tu te demandes est-ce que c'est accessible. Ils savent Mais là, pas. ils ne savent pas c'est quoi. Là, tu dis, il n'y a pas de marche. Non, non, non. Ou bien ils disent juste un petit step. Mais un petit step, bien souvent, c'est une marche de 4 pouces. tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'une marche de 4 pouces, j'ai de la misère à franchir 1,5 pouce, là. Fait que, tu sais, c'est clair. Puis là, c'est la toilette qui n'est pas accessible. Puis, tu sais, à tout le moins, il faut que tu sois capable de rentrer avec ton fauteuil puis fermer la porte. Mais il y en a, tu peux rentrer avec le fauteuil, mais tu ne fermes pas la porte. Voyons donc. tu sais. Ben non. C'est un non-sens, là. Fait que c'est... Ou la toilette est à l'étage, ou elle est au sol. tu sais. Puis est-ce que vous voyez, est-ce que tu as remarqué qu'avec c'est une enquête que vous faites à chaque année, hein, Ouais. une recension, Ouais. y a-tu certaines terrasses qui se sont adaptées ou ça bouge pas Un vraiment? certain pourcentage. Moi, je te Ok. dirais 10-12% à peu près. OK. Mais il y en a que d'une année à l'autre, parce qu'il y a une mauvaise saison ou... Tu sais, pour maintes et maintes raisons, il y en a qui renouvelleront pas leur permis de Ouais, terrasse. Ça coûte cher aussi, les Ouais. permis de terrasse.
Fait qu'il y en a qui ne renouvellent pas. Il y en a d'autres qui vont aller s'installer à leur place parce que les autres, ils ont décidé de vendre le commerce. Bon, les nouveaux, ça veut fait pas que c'est dire souvent, c'est souvent des nouveaux terrassiers. C'est pas, la loi n'est pas faite en fonction de rendre accessible pour tous. C'est Non. pas une obligation. C'est pas une obligation, quoique ça, c'est pas assujetti au code de construction. Ah, OK. Parce que c'est à moins que la terrasse soit sur le domaine privé, tu sais, quand c'est pris après le commerce. Là. Ouais, OK. Mais si c'est une terrasse extérieure sur le trottoir ou, tu sais, qui déborde un peu dans la rue, là, à ce moment-là, ils sont pas assujettis au code. Donc, ils sont tenus quand même de rendre la terrasse accessible parce que ça deviendrait un refus d'accès. OK. Sinon. Mais c'est pas respecté. Mais c'est pas respecté. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est toutes des affaires compliquées, puis je sais qu'ils sont pas obligés de penser à tout ça, mais ils peuvent pas nous blâmer, nous, de revendiquer nos droits. Ben non, tu sais. ben non. Mais si la Ville faisait son travail, Ouais. on n'en Vous serait ne pas seriez là. pas toute seule, au moins, C'est ça, tout à fait. nager de votre côté, à essayer d'avoir Ouais, les gains nécessaires. définitivement. Puis, il y a l'accessibilité au petit commerce. Je pense que c'est de moins de 300 mètres C'est ça. carrés aussi, qui n'est pas obligatoire. C'est ça. Ça aussi, c'est aberrant, là. C'est ça. C'est effrayant. La régie du bâtiment, c'est comme... Il y a tellement d'exclusions. Tu sais, si c'est un 2 étages, moins de 8 logements, c'est pas obligatoire. Une nouvelle construction, ils sont pas obligés de la rendre accessible. Ben oui, mais tes 2 mains dedans, tu le fais, c'est neuf, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ça ne coûte pas nécessairement bien plus cher. c'est ça. Au moins, fais le rez-de-chaussée accessible. Ouais, Tu sais, on ne demande pas d'installer un ascenseur. Pour tous les niveaux. Fait, c'est ça. Mais c'est comme, c'est fermé. Puis la régie du bâtiment, tu sais, c'est gouvernemental. C'est des organes gouvernementaux. Il n'y a rien à faire. Puis est-ce que tu penses que pour conscientiser au niveau gouvernemental, ben, tu sais, le rappeler que vous êtes très impliqué justement pour interpeller ces différentes instances-là, est-ce que vous voyez des avancées? Est-ce que vous avez l'impression que ça fait bouger réellement les choses au niveau du gouvernement? Il y a certaines... Ça dépend on dirait que ça dépend des ministères. OK. C'est solidarité sociale. Tranquillement, on commence à avoir... À cause de leur ministre, probablement, Chantal Rouleau. Tu sais. OK. Chantal Rouleau qui est bien ouverte d'esprit, qu'on connaît depuis fort longtemps et tout ça, quand elle était au municipal. Mais, tu sais, si on regarde la santé... Ça bouge pas. Ça bouge pas. Le numérique, la cybersécurité numérique, ça, quand même, on a... Tu sais, ça va bien aussi de ce côté-là. Tu sais, la justice, c'est comme... Bon, pas tant, là. Tu sais, tu sais, on dirait que c'est... On navigue un peu, là, dans de... Il y a ben des zones grises dans notre affaire, puis il y a bien du noir, mais il n'y a pas trop de blanc. Ben, félicitations quand même pour les réussites que vous avez eues, puis c'est déjà mieux que rien, là. C'est tellement... En tout cas, moi, je trouve que c'est un pas vers un futur... Ouais. plus accessible, mais c'est plus long que qu'est-ce que tout le Que monde mon pensait. petit 2-3 ans, c'est clair. C'est ça. Mais il ne faut pas lâcher. Les jobs sont rares, à ce qu'ils disent. Tu sais. Non, on adore ce qu'on fait parce qu'on rappelle qu'on est... On n'est pas beaucoup, on n'est pas plusieurs. Il y a Steven, Brigitte, notre adjointe et moi-même. Il y a des bénévoles aussi qui sont souvent avec nous. Les gens du conseil d'administration qui mettent la main à la pâte aussi et... Évidemment, nos stagiaires bien-aimés qui nous aident tellement. Vous êtes des courroies de transmission qui nous aident beaucoup à revendiquer nos droits. Tu sais, vous êtes, c'est ça, le prolongement de ce qu'on souhaite avoir. Là, tu sais, là, vous êtes bien précieux et précieuses pour nous. Merci. Mais énormément. Sauf que c'est clair que c'est long. C'est très, très long. Puis ça prend une passion... au-delà du réel pour continuer à faire ce travail-là. Parce que je dois avouer, comme les maisons d'hébergement, là, c'est quelque chose de très difficile, puis on arrache des fois. Là, quand tu te fais damer le pion, quand c'est toi, tu te fais voler ton concept, puis des trucs comme ça, là, c'est difficile. On veut que ça soit propagé, mais c'est parce que là, toi, tu tombes dans l'oubli. C'est les autres qui ont tout le mérite puis qui vont chercher d'autres subventions avec ce que toi t'as défriché. C'est plate, honnêtement. Là,
Ben, pour mettre en contexte, pour les auditeurs, les maisons d'hébergement, j'ai l'impression que tu parles de l'accessibilité des maisons d'hébergement pour femmes Victimes de victimes violences conjugales. C'est un notamment. dossier au Rapplique C'est ça. Ouais. que Linda porte. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait un bout dans ma tête. Là. Pas si vous l'avez lu. Mais c'est ça. C'est parce que la majorité des maisons d'hébergement au Québec, malheureusement, ne sont pas accessibles ou adéquatement adaptées pour recevoir des femmes en fauteuil. Ouais, c'est c'est ça. ça. Pour finir, on a une dernière question. On sait qu'aux États-Unis, il existe une loi nommée l'ADA, c'est-à-dire l'American with Disabilities Act, section 508. Il s'agit d'une loi américaine qui interdit la discrimination des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie publique, y compris l'emploi, l'éducation et les transports. Selon toi, est-ce qu'il serait pertinent d'avoir ce genre de loi-là au Canada concernant l'accessibilité universelle en plus de la Charte des droits et libertés? On l'a déjà. Ah là là. On l'a déjà. C'est la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, professionnelle et scolaire, ou en tout cas dans l'ordre du désordre. Et cette loi-là fut adoptée en juin 1978, en même temps que la création de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. Et la loi n'a jamais été mise en application, jamais. Visiblement, hein? On a aboli même un article très, très, très important, l'article 69, qui va faire en sorte de la mise en accessibilité de tous les bâtiments construits avant 1976. Alors, le pourquoi du comment maintenant, qu'il n'y a rien d'accessible. Tout était inaccessible. C'est ça. Et l'OPHQ est toujours qui devait être mise en place pour 2-3 ans, le temps de mettre un système en place pour les personnes handicapées et par les personnes handicapées. Et ils sont toujours là 48 ans plus tard. Ben, pas 48, mais 45 ans plus tard. En tout cas, nous, on a demandé le démantèlement de l'Office à quelques reprises. On a retiré notre dernière demande parce qu'il y avait un nouveau directeur général, mais on est sur le bord de la refaire. C'est ça, oui, en effet. Parce que ça coûte énormément cher, puis je vois pas tellement ce qu'ils font de... Non. C'est un organe gouvernemental. Fait que s'il n'irait pas contre le gouvernement, c'est pas un ombudsman non plus. Fait qu'à partir de là, wouch. Plus besoin, là. C'est ça. On va s'occuper, nous autres, de revendiquer. C'est ça. Ils nous nuisent plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Il nous faudrait vraiment une loi. Une loi cadre. Une vraie. Puis qu'elle soit mise en application. C'est ça. Comme l'ADA. Ou même, en Ontario, on en a une OADA. C'est Ontarian with Disability Act. OK. Ouais, puis c'est pas aussi mordant que celle-là des États-Unis, mais elle est mieux que celle-là au Québec. C'est mieux que rien, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Linda, de ton partage. On comprend vraiment mieux maintenant l'importance des enjeux liés à l'accessibilité universelle pour les personnes en situation de handicap. Bravo encore pour ton engagement, ta grande implication auprès des personnes handicapées, puis ta contribution en tant que membre fondatrice du Rapplique. C'est vraiment inspirant. Tu es une femme très inspirante, Linda. Merci beaucoup. De ta présence auprès de nous. Merci à vous deux. Merci à vous toutes et tous d'être là. Puis merci à tout le monde, plutôt. C'est ça que je cherchais. Et puis, c'est vraiment un plaisir, je le répète, là, de vous avoir. Puis, pour nous, là, c'est gratifiant. En tout cas, on se prolonge en vous, c'est ça. Oh, merci. Merci. Et bravo, Nabila, malgré que tu n'as pas pu être là aujourd'hui pour nous le partager, mais bravo d'avoir eu le courage de lever ton drapeau rouge concernant les problématiques liées au transport adapté, ainsi que pour ton implication dans ce dossier qui n'a pas dû être de tout repos. Ton audace et ta détermination sont vraiment inspirantes. On te lève notre chapeau. Chérie Ariane. Merci à vous, chers auditeurs qui nous avez écoutés. On a bien hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode de L'Handicast. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'Handicast, présenté par le Rapplique. Merci à Choc pour les studios et la diffusion. Merci à Steven Laperrière et Linda Gauthier.
C'était Joséanne, Lilou, Stéphanie, Maude et Kim. À bientôt!